l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Saison 3, épisode 6. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table aujourd'hui, Arnaud Clerc et Christophe Durand. Messieurs, bonjour. Bonjour Manu, bonjour à tous. Bonjour, salut à tous. Avec ce débat, les tauliers de l'ASM sont-ils en danger? Alors avant de rentrer de plein pied dans ce débat, un petit tour de table rapide, messieurs, une réponse. Alors, comme réponse de Normand, hein. Pour certains oui, pour d'autres un peu moins. Je vais mettre un bémol et dire que la saison va être longue et qu'il y aura besoin de tout le monde. Oui, mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, effectivement, comme vous dites. donc l'ASM s'est imposé face à Agen ce samedi. Pour ce match, Franck Azema avait opéré 10 changements par rapport aux 15 de départ qui avaient été alignés face au Racing 92 en quart de finale de Champions Cup. Justement, il y a des joueurs qui ont eu l'opportunité de s'exprimer ce week-end. On pense notamment à Jean-Pascal Barak. On va commencer par lui. Première intéressante, Arnaud? Ouais, première intéressante, c'est clair. Alors, est-ce qu'il va mettre en danger les titulaires habituels du poste? C'est difficile à dire parce que Jean-Pascal Barak est avant tout un joueur ultra polyvalent. Du 10 au 15, il peut couvrir tous les postes. Donc, la polyvalence va peut-être le gêner pour gagner ses galons titulaires. Et on sait en plus qu'il va partir au mois de janvier puisque le circuit mondial A7 devrait repartir. En tout cas, il a un contrat jusqu'à janvier avec l'ASM. Donc c'est un peu compliqué de le voir titulaire. Mais ceci dit, samedi, effectivement, il a fait une prestation très intéressante au centre. Franck Azema, je crois qu'ils veulent, et puis même c'est sûr, il l'a annoncé la semaine, ils veulent fixer soit à l'arrière, soit au centre. Et donc là, il a joué au centre contre Agen et une sortie très intéressante de la Vista, une bonne vision du jeu donc. Et très intéressant, un joueur très dynamique et ultra propre. Est-ce qu'il peut, Wesley Fofana est blessé, on le sait, il a profité justement de cette blessure entre guillemets pour jouer ce week-end. Est-ce que la blessure de Wesley Fofana peut installer durablement Jean-Pascal Barak au centre, là, Christophe? L'installer durablement, on verra. Je ne suis pas certain. En plus, comme vient de le dire Arnaud, c'est un joueur qui va quitter l'ASM, je crois, début janvier, c'est ça. Donc, mais par contre, il apporte un registre un peu différent. J'ai trouvé, moi, c'était un joueur quand même qui était assez un peu multitâche sur ce match. À la fois dans le jeu, dans le fait d'attaquer la ligne, de beaucoup courir avec le ballon. Dans différents styles, il est capable d'aller percuter, il est capable de slalomer, de prendre les extérieurs. On voit vraiment ses aptitudes de joueur à 7. Et il apporte surtout, je trouve, un pied droit qu'il n'y a pas à l'ASM, clairement. Le fameux rôle de 5/8e. Ouais, tout à fait. Il avait un jeu au pied intéressant, hormis un ballon mort, parce que le pied était un peu trop long, mais pour le reste, dans l'occupation, dans le jeu de pression au pied, il a été assez performant. Donc oui, sur certains matchs, il peut amener cette panoplie que n'avait peut-être pas Franck Azema dans sa palette habituelle. Après, c'était Agen, c'était un match où la possession était clairement clermontoise. Il y a un domaine où on ne l'a pas trop vu parce que les circonstances du match n'ont pas amené, c'est le rôle défensif. Est-ce que c'est un grand défenseur au centre ? Je ne sais pas. Oui, il faudra voir peut-être face à une opposition un peu plus forte, sans être méchant avec cette équipe d'Agen. L'ASM et Agen ne devraient pas boxer dans la même cour cette saison. L'Agen l'a dit, ils ne sont pas descendus du bus. Il l'avoue à la fin du match. Donc, effectivement, l'opposition à Genèse n'était pas des plus terribles hier. Sur la première demi-heure. Ouais. Sur la première demi-heure. On sait, il vient du 7 et il a montré, on l'a senti dans le jeu, Arnaud, certains réflexes du rugby à 7 qui se sont ressentis là sur le match. J'ai trouvé qu'il avait une très bonne technique. J'ai trouvé qu'il était très digne. Quand il se fait plaquer, il arrive à vite libérer le ballon. Et il arrive à faire jouer derrière lui. Je trouve que c'est un joueur qui est doté d'une très bonne technique. C'est pas étonnant quand on joue à 7. Et quelqu'un qui est très dynamique, qui cherche à faire vivre le ballon. Et c'est assez intéressant pour le jeu de l'ASM. Est-ce que, justement, certes, il partira en début d'année prochaine, mais est-ce que ce profil atypique, comme tu le disais Christophe, est-ce que ça peut être un handicap supplémentaire pour Wesley Fofana quand il reviendra de blessure pour retrouver sa place là, au centre ?
Je vous dis, bon, il apporte le pied. Donc déjà, quand Franck Azema et Xavier Sadorni estimeront que le match dicte peut-être, ou la stratégie du match dictera d'avoir ce genre de jeu d'occupation au pied, ce qui n'est pas dans l'ADN de Clermont depuis très longtemps. Hein. C'est plutôt une équipe qui fait beaucoup de passes, qui fait beaucoup de jeux. Si vous voulez comparer par rapport à Fofana, non, je ne sais pas. Fofana, clairement, c'est un joueur qui aujourd'hui a besoin peut-être de jouer, pour retrouver quelques sensations qu'il a un peu perdu. Bon, après, c'est un joueur qui a 32 ans, qui a peut-être un peu plus de mal aujourd'hui. Bon, là, je ne pense pas que la blessure soit très importante. Hein. Il me semble qu'il s'est même un peu entraîné la semaine. Ils hésitaient la semaine après. Le staff hésitait à le mettre. Après le Racing, donc il n'est pas blessé gravement, donc il va revenir. C'est un joueur différent, c'est clair. Bon, de dire qu'il sera en danger par rapport à Barak, c'est compliqué. Après, dans l'absolu, pourquoi pas imaginer des options complètement différentes, et pourquoi pas une association aussi au centre. Ça m'a été suggéré hier. Penaud Barak, pourquoi pas. Ça peut avoir de l'allure avec des Raka et des Eala Ozen. Ça peut amener de la vitesse, ça peut amener de l'incertitude, du tranchant. Mais bon, il ne faut pas oublier Moala aussi. Bien sûr. Et puis bon, on ne va pas désespérer non plus que Fofana arrive à élever un peu le curseur. Puis Barak, j'aimerais aussi, pour finir, j'aimerais bien je serais curieux de le voir à l'arrière aussi. Je pense qu'il a les aptitudes pour être bon au poste. C'est à tester. Je sais Franck Azema y réfléchit à cette éventualité. Mais je pense qu'il a les qualités pour apporter quelque chose d'intéressant à l'arrière aussi. Alors, parmi les joueurs qui ont eu du temps de jeu ce samedi, il y avait également la première titularisation en top 14 d'Ojovan, Christian Ojovan, pilier droit, auteur d'une prestation là aussi aboutie et plutôt intéressante. Ouais, elle était plutôt aboutie, en effet, que ce soit en phase statique où il n'a pas semblé souffrir, en tout cas, contrairement à son collègue de pilier gauche. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Après, dans le jeu, oui, on sent que c'est un joueur qui aime l'activité, le déplacement avec le ballon, qui est capable de franchir et de casser un peu les premières lignes, les premières lignes de défense, par son aptitude à courir et pas forcément à rentrer tête baissée en se penchant, quoi. Est-ce qu'il peut justement bousculer cette hiérarchie à ce poste de pilier droit où Rabat Slimani fait figure numéro 1 ? Cette activité dans le jeu dont tu parles, Christophe, c'est là où Rabat Slimani pêche un peu. C'est pas quelqu'un qui participe beaucoup au jeu, c'est pas quelqu'un qui avance beaucoup avec le ballon. Et justement, si Christian Ojovan peut concurrencer Rabat Slimani, c'est sur ce secteur-là. Ouais. Ça peut être qu'une bonne émulation en tout cas. Parce que Slimani reste quand même une référence quand même en termes de mêlée fermée, même si bon, il a connu des difficultés récemment. Après, bon, il n'y a rien de tel qu'une bonne concurrence aux fesses, comme on dit, quand vous avez 31 ans, d'un jeune qui est derrière et qui va vous pousser. Vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, c'est Étienne Falgou, donc qui revient de blessure, qui avait retrouvé une place de titulaire face au Racing. Vous l'avez été notamment pénalisé en mêlée fermée. Et Étienne Falgou, encore une fois, a été pénalisé, 3 pénalités concédées en mêlée ce week-end face à Agen, une autre dans le jeu courant. Depuis son retour de blessure, on sent un petit peu en difficulté là. Il est peut-être un peu court encore. Il a repris la compétition face au Racing. C'est que son deuxième match de la saison, il est peut-être un peu court, il manque peut-être un peu de repères dans ce début de saison. C'est clair qu'on n'avait pas trop l'habitude de le voir souffrir dans le secteur de la mêlée fermée comme ça. Avec, oui, il y a une cohésion à trouver avec des nouveaux talonneurs, avec un pilier qui ne connaissait pas non plus l'autre côté. Enfin bon, oui, en effet, on sent un joueur qui est en manque d'automatisme, enfin pas d'automatisme, mais de repères collectifs dans un pack qui a pas mal bougé, en première ligne, je parle. Et on sait que la mêlée, c'est beaucoup de repères à trouver. Exactement. La mêlée, justement, ce sera le dernier point de ce débat, c'est Sébastien Bézi, donc, qui était titulaire, qui a débuté le match. Alors, on l'a vu dans un rôle qu'on lui avait peut-être un peu moins vu sur les premiers matchs, plus dans la gestion ce week-end. C'est ce qui m'a semblé, je l'ai trouvé très très sobre, et efficace dans l'animation, l'éjection des ballons, dans la recherche de gestion. Il est très très bon aussi dans les sorties de camp, hein. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui dans le rugby, hein. Quand vous prenez la pression dans vos 22, c'est important d'aller trouver une touche à 40-45 mètres ou d'inverser la pression ou de renvoyer le ballon très loin. Donc là, on l'a moins vu jouer rapidement les coudes, jouer autour, porter les ballons, ça. Là,
par rapport aux autres matchs, on l'a un petit peu moins vu, en effet. Par rapport à la première mi-temps face à Toulouse notamment, là, c'est vrai que c'était moins le cas contre Agen. Donc la question c'est évidemment, est-ce qu'il peut mettre en danger Morgan Parra? On a déjà évoqué le sujet sur des précédents podcasts. Moi je pense que ça va être un des challenges de Franck Azema sur cette saison, c'est de faire cohabiter les deux, d'entretenir une concurrence à la fois saine et loyale. Parce qu'il y aura besoin des deux, une fois Morgan Parra pour débuter, une fois Sébastien Bézi. Et Morgan Parra a quand même le vécu, l'expérience et puis l'habitude de ce genre l'habitude de match qu'il peut y avoir à enjeu à venir. Et ça ne sera pas négligeable non plus. Puis il y a le Morgan leadership, c'est le leader de cette équipe et ça non plus c'est pas négligeable. Bon, en tout cas, ça a apporté des réponses à Franck Azema, ce turnover opéré ce week-end face à Agen. Il gagne du temps, comme il dit, quand il gagne, il gagne du temps. Et on verra du côté de Bordeaux dimanche soir si l'équipe alignée par le staff clermontois. C'est la fin de ce débat. Avant de passer au top et au flop, on va revenir sur l'autre actualité de ce samedi, c'est la réélection de Bernard Laporte à la tête de la Fédé. On a évoqué ce sujet la semaine dernière avec Martial dans le podcast. Donc Bernard Laporte qui est réélu, 51,47% pour la liste du président sortant contre 48,53% pour la liste menée par Florian Grill. Est-ce que vous avez été surpris par ce résultat, messieurs? Il y a 6 mois, on en aurait fait 3 lignes. C'était quasiment acquis que Bernard Laporte allait être élu. Là, ce qui est plus surprenant, c'est l'écart, mais c'est également, on peut estimer la défaite de Florian Grill pas une semi-surprise dans la mesure où dans les 15 derniers jours, la campagne s'était emballée, les affaires judiciaires et tout ça, on pensait que le balancier s'était inversé. Et finalement, notre ami Bernard Laporte, vous le jetez en l'air, il retombe sur les pattes. Christophe a tout dit là-dessus, j'ai pas spécialement grand-chose à rajouter. Peut-être que Florian Grill au départ est parti avec un léger déficit de notoriété, peut-être que ça l'a desservi finalement, on peut y mettre plusieurs hypothèses, mais effectivement... Oui, avec un nom entre guillemets un peu plus connu, peut-être que le résultat aurait pu changer un petit peu la donne. Peut-être, peut-être pas. Peut-être pas sûr. Mais bon, en tout cas, c'est une supposition. 4 ans de plus donc pour J'ai Bernard pas la boule de cristal. Qui a du travail en tout cas sur la planche. Messieurs, c'est l'heure des tops et des flops, ce que vous avez aimé ou moins aimé de l'actualité rugbystique de ces derniers jours. On commence avec toi, Arnaud, ton top. Alors, ce que j'ai aimé, c'est donc les 2 joueurs de 7 qui ont rejoint l'ASM Clermont. On parlait de Jean-Pascal Barac. Il y avait Veredamou aussi. Bon, Veredamou s'est rapidement blessé. On l'a vu une demi-heure contre Agen hier. Mais ces deux joueurs apportent de la fraîcheur, de l'enthousiasme. C'est d'ailleurs ce que disaient Franck Azema et Alexandre Lapendré aussi à la fin de la rencontre hier. C'est 2 profils différents, des mecs un peu joueurs qui n'hésitent pas à tenter des coups. Et ouais, c'est rafraîchissant. Ton top, Christophe? Alors mon top, il va être lié à mon flop, donc c'est pour ça que je vais me permettre d'enchaîner les deux avec un effet miroir. Mon top, c'est sur ces équipes, et notamment Agen hier, qui depuis le début de saison arrivent à résister en infériorité numérique. Alors en infériorité numérique, à moins 2 unités. On l'a encore vu hier à Agen, à 13 contre 15, proposer une opposition, une résistance. Est-ce que c'est de la résilience, une force de caractère, un état d'esprit? On avait vu Toulouse faire pareil et même dominer à 13 contre 15 également contre Clermont lors de la première journée. Et un petit clin d'œil à nos amis brivistes qui ont gagné le match à 13 contre 15 en encaissant, je crois, qu'une pénalité pendant cette période, alors qu'ils ont joué à 5 minutes à 13 et 25 minutes à 14 contre 15. Ouais. Donc pour moi, c'est une force de caractère quand même c'est étonnante et qui prouve bien que l'infériorité numérique n'est pas forcément fatale. Et le flop, du coup Mon flop, c'est évidemment ces équipes qui, en supériorité numérique, n'arrivent pas justement à inverser ce balancier. Et on est obligé de citer Clermont, qui par 2 fois s'est retrouvé contre Toulouse, ils ont gagné, mais ça a été compliqué. Ils n'ont pas trouvé les solutions. Et hier contre Agen, ils n'ont pas non plus trouvé les solutions pour aller marquer le 5e essai. Donc c'est 2 matchs qu'ils ont gagnés. Donc c'est des petits flops, mais je
trouve qu'il y a un problème de stratégie, d'adaptation. Il n'y a pas de la précipitation aussi par moment, l'envie de marquer tout de suite parce qu'on est Je sais pas, mais c'est vraiment un problème de stratégie, quoi. Je revois encore Camille Lopez sur la ligne des 22 contre Agen taper à une grande diagonale. Alors que c'est une solution qui peut être pertinente quand les premiers rideaux sont denses, sont trop épais et qu'il faut trouver une autre solution. Là, à 13, en face, il doit y avoir des trous quelque part, c'est pas possible. Alors je fixe, je donne, ou je percute devant, il y a d'autres solutions. Et je trouve que c'est des problèmes d'adaptation. Il y a probablement un peu de précipitation, ça c'est clair. Et puis contre Agen, il y a eu aussi cette mêlée à 5 mètres, à la 66e, ils étaient à 15 contre 13, où Ravaille se fait sanctionner sur une mêlée. Alors donc évidemment, une mêlée à 5 sous les poteaux, normalement, contre 13 joueurs, ça aurait dû aller avec Adam, mais ça n'a pas été le cas. Arnaud, ton flop. Alors mon flop, la semaine dernière, on débattait sur le thème « Le rugby français est-il en danger ?» autour de certaines personnalités un peu clivantes parfois. Et là, il y en a une personnalité clivante qui me vient tout de suite en tête, c'est notre cher ami Jean-Baptiste Aldiger, qui est président du Biarritz Olympique. Une formule comme une autre. Nos confrères de Sud-Ouest ont eu accès à... Ils ont d'ailleurs fait un excellent travail là-dessus, ont eu accès à des enregistrements lors d'une réunion du président Aldiger avec des supporters du Biarritz Olympique. Et ce qui est sorti de cette réunion est absolument... c'est navrant et il n'y a pas d'autre mot. Qu'un dirigeant de club puisse tenir des propos aussi irrespectueux envers la municipalité, envers envers les adversaires, envers tout l'environnement, tout ce qui tourne autour du Biarritz Olympique, c'est dramatique et ça donne pas une belle image du rugby. Ce président a l'air... Après, ce sont les enregistrements, j'ai pas eu accès, moi je peux pas... J'ai lu le dossier réalisé par nos confrères de Sud-Ouest, mais ce monsieur Aldiger a l'air de ne respecter ni rien ni personne, et même pas les arcanes des marchés publics, c'est abracadabrantesque. Oui, puis on l'a vu, il a tenu des propos peu amènes envers Jean-Baptiste Singer, qui a rejoint le Stade Aurillacois cet été, et également envers le Stade Aurillacois lui-même et ses dirigeants, en disant que, je cite en reprenant les déclarations encore une fois de ces enregistrements, qu'ils n'y connaissent rien à Aurillac. Donc le Stade Aurillacois et à sa tête Christian Miette n'ont pas voulu en rajouter. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un article sur lamontagne.fr et sportauvergne.fr à ce sujet, mais c'est vrai que c'est navrant et j'ai l'impression que depuis qu'il a pris la présidence, on parle plus souvent du Biarritz Olympique, entre guillemets, soit dans les faits divers où on en parle négativement, plutôt que de manière positive, alors que c'est quand même un club qui a marqué le rugby français. C'est un club historique, c'est un club historique du rugby français. Quand on parle négativement d'un club historique, on parle négativement du rugby, c'est tout simplement. Il a signé en justice les confrères et France Bleu, tout le monde y passe. C'est très compliqué c'est pas très travailler. Tout ça. Voilà, non. Effectivement, c'est pas dans les fameuses valeurs. Exactement. Allez, on approche de la fin de ce podcast, de ce 6e épisode. Mais avant de se quitter, on va jouer avec un quiz, donc préparé notamment par l'ami Julien Velay. Allez, première question. L'ASM donc se rend à Bordeaux ce dimanche. Ce sera à 21h10. L'ASM qui va croiser Christophe Furios. Alors, quels anciens entraîneurs de l'ASM Christophe Furios a-t-il croisé durant sa carrière de joueur? Il y en a deux. Comment? Des anciens entraîneurs de l'ASM, Non. J'ai pas compris la question. Des entraîneurs, des gars qui ont entraîné l'ASM, que Christophe Furios a eu comme coach quand il était joueur. Ah, qu'il a eu comme coach. Ah bah Alain Gaillard. Oui. Et un autre. Et un autre, Alain Gaillard. Alain Gaillard qu'il a croisé lors de son passage à Castres. Un passage à Castres, bien évidemment. Et un autre coach de l'ASM. C'est une bonne question. Dans les années 2000 alors, ou plus tard. Quand il a entraîné l'ASM? Ouais. Ou avant? Début des années 2000, me semble-t-il. Début des années 2000. Bah Travers. Non. Non, pas Travers. Non. Qui c'est qui a eu alors? Il a croisé lorsqu'il était joueur à Carcassonne. Et qui a entraîné l'ASM. Quand il était joueur à Carcassonne. C'est un ancien nom. Non. Alors là, j'ai un trou. Là. Olivier Seissé. Ah, Olivier Seissé. Ah oui, d'accord. Voilà.
On a réussi à piéger Christophe Buron, c'est quand même un miracle. C'est vrai qu'il a fait 6 mois d'entraîneur à l'ASM. C'est moins difficile pour moi. On va rester sur l'UBB. Donc, à quand remonte la dernière victoire de l'ASM du côté de Bordeaux, messieurs? 2015 Non, 2017. 2017. Bravo. C'était En 2017. Oui, C'était en mais- Challenge Cup. la compétition Champions Cup, effectivement. Champions Une Cup. victoire 9 à 6. 9-6. Oula, un grand match. Allez, vous allez devoir découvrir un joueur à travers son parcours. Alors, je ne vais pas vous donner le nom des clubs, je vais vous donner les couleurs des maillots. C'est Julien Velay qui a préparé ça pour corser un petit peu le jeu. Il a commencé en jouant en rouge et bleu. Ensuite, il a joué en bleu ciel et blanc, avant de porter le jaune et bleu, puis le bleu et blanc, et enfin le bleu et blanc. Il a Alors joué là- contre l'ASM ce week-end. Il a joué contre l'ASM. Girondeau. Camille Girondeau. J'ai pas amené la boîte de coloriage, excusez-moi. J'ai un peu de mal. Un autre joueur qui a commencé en jaune et bleu, ensuite il a porté le bleu et grenat, puis le rouge et noir, et enfin aujourd'hui il porte le bleu et blanc. Il a lui aussi joué contre l'ASM ce week-end. Butin. Jean-Marcelin Butin, effectivement. Allez, on va terminer ce quiz avec un petit qui suis-je. Je mesure 2,01 m pour 123 kg. Je suis né le 4 octobre 1992. J'ai porté les couleurs du club Dealing Trailfinders. J'ai disputé 7 matchs de Champions Cup au cours de ma carrière. Lors de mon passage à Clermont, je me suis notamment illustré en inscrivant un essai sur la pelouse de Mayol le 22 décembre 2019. Notre ami qui a quitté le club cette semaine, Méric. Georges Méric, effectivement, Ouais, l'occasion passe décisive. d'évoquer le départ de Georges Méric, qui était libéré de sa dernière année de contrat. On a envie de dire une saison, et puis s'en va pour le deuxième ligne anglais qui n'a jamais réussi à trouver véritablement sa place au sein de l'effectif clermontois. Erreur de casting. Il n'était pas fait pour jouer ici, ou ce joueur n'a pas le niveau, enfin je sais pas, mais bon, il s'est pas imposé en tout cas. Parfait, merci beaucoup. Pardon, Non, vas-y, mais les supporters clermontois en garderont pas un souvenir impérissable. voilà, le mot de la fin. Effectivement, merci beaucoup, messieurs, pour ce nouvel épisode d'Ici Montferrand, un podcast que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre page YouTube ainsi que sur les plateformes de podcast. On se retrouve pour un autre numéro la semaine prochaine. Bonne journée à vous et à très vite, messieurs. Au revoir. Merci, au revoir.